Bonjour Jean-Michel Blanquer, merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur de ce livre « Civilisation française ». C'est chez Albin Michel. On va évidemment en parler tout au long de cet entretien. On est ensemble pendant 20 minutes avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Blanquer, il y a beaucoup de sujets abordés dans votre livre. On va parler du sujet d'actualité du moment, c'est le narcotrafic. Une réunion a lieu au sommet de l'État ce matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron, ses ministres. Les règlements de compte se multiplient, on l'a vu encore il y a quelques jours à Grenoble, à Marseille. Est-ce que la France est en train de devenir un narco-État ? Mais elle peut le devenir comme n'importe quel État. On n'a pas un vaccin contre ça. Vous savez, j'ai vécu en Colombie, j'ai longtemps travaillé sur l'Amérique latine. Et j'ai vu naître ce type de problème dans des pays qui, certes, ont un État moins solide que le nôtre au départ, mais qui, néanmoins, étaient partis de situations comparables. C'est-à-dire le moment où il y a tellement d'argent en jeu, on parle en milliards chaque année, entre 4 et 10 milliards d'euros par an dans le narcotrafic, c'est tellement d'argent que la puissance de corruption de tout le monde crée évidemment une gangrène pour l'autorité publique. Et donc, si on ne réagit pas à temps, s'il n'y a pas une espèce de réaction profonde, forte, qui marque l'autorité de l'État, alors vous êtes sur un toboggan de dégradation de l'autorité. Donc, en effet, nous sommes devant cette situation, et il est en effet plus qu'urgent, même s'il y a déjà eu d'ailleurs des choses faites intéressantes, mais il faut des mesures spéciales face à cette situation. Dans les mesures spéciales que vous préconisez dans Civilisation française, il y a dans le registre des sanctions, il y a la saisie des avoirs des trafiquants condamnés, mais il y a aussi tout un volet prévention qui passe par l'école. Quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, il y avait déjà cette problématique de la drogue, notamment par rapport aux jeunes. Et comment est-ce qu'on peut traiter cette problématique via l'école ? Évidemment, c'est un tout. La question de la drogue, c'est d'abord aussi la question de la consommation, et cette consommation qui est de plus en plus proposée à nos jeunes. C'est pour ça que même lorsque j'étais recteur, avant d'être ministre, et a fortiori quand j'étais ministre, le sujet était toujours d'avoir la vision un peu systémique, c'est-à-dire d'associer non seulement la communauté éducative, les parents, ça va de soi, mais aussi la police et la justice autour d'un établissement. C'est cette vision complète qui mène prévention et répression qui permet de faire les choses. Et par exemple, avoir des sanctions assez raides pour les élèves qui commencent à être tentés eux-mêmes par le trafic. Ça existe. Mais vous l'avez senti, cette montée du trafic de drogue en France ? Oui, bien sûr, mais de longue date, sur une vingtaine d'années. Avec l'évolution de la nature des drogues et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que j'ai une sensibilité particulière sur le sujet. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on puisse laisser les trafiquants, et notamment les grands trafiquants, dans une telle tranquilité, si je puis dire. Mais la loi de lutte contre le narcotrafic qui a été votée au Parlement l'année dernière, c'est pas des réponses assez fortes pour vous ? Alors, les narcotrafiquants, ils ont toujours un temps d'avance ? Alors, c'est la caractéristique du gendarme et du voleur. Il y a toujours des évolutions, y compris technologiques. C'est une loi qui va évidemment dans la très bonne direction, donc il faut la saluer en tant que telle. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin, et notamment, et au-delà d'ailleurs de la drogue, sur la question du crime organisé en général, se donner de nouveaux moyens juridiques pour saisir de manière extrêmement efficace les biens mal acquis. Aujourd'hui, si vous avez une villa sur la Côte d'Azur et que vous n'êtes pas capable de prouver pourquoi vous avez une villa sur la Côte d'Azur, avec quel argent vous l'avez acheté, si vous roulez en Porsche et que vous n'êtes pas capable de prouver pourquoi vous roulez en Porsche, on doit pouvoir et vous dites qu'aucune république ne saurait prospérer si elle tenait dans son ombre un autre pouvoir, celui du crime organisé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le narcotrafic notamment, c'est le signe de l'effondrement de l'État ? Enfin, en tout cas, d'un possible effondrement, en tout cas d'une dégradation, certainement. Alors moi, je n'utilise pas les grands mots, justement, parce que je pense qu'on a encore un État fort et qu'on est encore une belle démocratie capable de réagir, mais il est largement temps. Et vous savez, dans les éléments de définition de la démocratie, il y a la capacité à se défendre contre les forces antidémocratiques. La démocratie, c'est pas la mollesse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que je parle tout le temps de République, parce que la République, c'est ce qui vient compléter la démocratie et la consolider. Autrement dit, la démocratie, c'est les droits, la diversité, la possibilité d'avoir de grandes libertés. La République, c'est le commun, c'est l'autorité, c'est ce qui nous permet d'être tous ensemble dans un ordre qui protège les plus faibles et qui protège tout le monde. Et c'est pourquoi les éléments, la clarté et la fermeté républicaine sont nécessaires sur tous les sujets. Et celui-ci est un sujet presque emblématique, parce que tellement ça va loin. Mais sur tous les sujets, on a besoin de cette autorité forte et tranquille de l'État, qui est l'autorité républicaine. Si on ne fait pas ça, alors il y a la tentation des autoritarismes non républicains. On va parler du budget, Stéphane. Et oui, Jean-Michel Blanquer, l'imbroglio budgétaire en cours, vous y comprenez quelque chose, vous ?
Pas trop, non, pas tout. C'est-à-dire parce que ça devient un métier à plein temps, si vous voulez. C'est-à-dire et donc, il y a quelque chose d'absurde dans ce qui se passe. Je ne veux pas dénigrer trop. Chacun sait qu'on est plongé dans une situation absurde. Et il y a un moment donné où l'esprit décroche face à ce côté tricot, détricotage, etc. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai écrit ça, c'est pour essayer de lever les yeux et de regarder parce que vous parlez de la dette publique, la problématique de ces problématiques-là. Cet été à Autun, aux universités d'été de votre cercle de réflexion, le laboratoire républicain, vous appeliez notamment les socialistes à des compromis pour éviter une crise du régime. Alors, depuis, François Bayrou est tombé, mais Sébastien Lecornu, il tient bon. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore obtenir un vote sur les textes budgétaires dans les temps, sans 49.3, sans passer par des lois spéciales, sans avoir recours à des ordonnances? En gros, est-ce que vous pensez qu'il y a une voie pour doter la France d'un budget, comme il se l'est promis? Oui, il y a un petit chemin de crête, c'est ce qu'il a en tête. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend des acteurs, de leur sens des responsabilités, etc. Donc personne ne peut être certain de la réussite de ce chemin, mais il existe. Et c'est un chemin pas satisfaisant, mais qui est le moindre mal dans la situation actuelle. Donc le Premier ministre a les caractéristiques, le caractère pour réussir à passer ce chemin de crête. C'est ce que je lui souhaite, évidemment. Un mot sur le système de retraite, puisque vous en parlez. Pour vous, le système par répartition, aujourd'hui, il est en danger, il faut en changer. Gabriel Attal dit « prends l'eau de toutes parts ». Vous êtes d'accord ? Je pense que oui, on a besoin de passer à autre chose. Tout le monde le sent, à commencer par les moins de 40 ans qui se disent « je paye, mais un jour je ne retrouverai pas la même chose ». Donc il y a une fissure dans l'esprit de solidarité qui était celui de l'après-guerre et qui était à la base de notre système. Il est donc vital de le refonder. Et c'est cela qui permettra aussi, grâce à cette vision de long terme, de passer les étapes de court terme que nous avons. Et nous savons aussi, parce qu'il y a plusieurs problèmes derrière ça, que c'est cela qui grève d'abord et avant tout nos finances publiques. Donc résoudre ce problème, c'est d'une certaine façon contribuer en grande partie à remettre la France sur les rails. Et donc la proposition qui est faite dans le livre, c'est un système à 3 étages. Un système, donc, d'une part, où le premier étage serait encore un système par répartition, qui serait notamment une grande garantie d'équité. Un système à points, parce que c'est aussi ça qui garantit l'équité. Un deuxième étage qui serait la généralisation du PER pour tous. Et le troisième étage qui est le point le plus original et le plus fort, qui est la création d'un fonds souverain français qui ne distribuerait aucun dividende pendant au moins 20 ans, qui investirait dans notre réindustrialisation française verte dans l'ensemble du territoire, puisque le cœur de mon sujet, c'est quand même la revitalisation des petites villes et des villages de France. Et comment ce fonds souverain, au bout de 25 ans, donnerait des dividendes pour cette génération qui a moins de 40 ans et qui pourrait maintenant se dire « Ah non, en fait, oui, je vais retrouver quelque chose quand j'aurai plus de 65 ans parce que ce fonds souverain existe et qu'en ce moment, la France investit dans elle-même. Donc ça rendrait les Français sociétaires de la France. Ça leur permettrait d'être heureux quand l'économie française va bien, de se sentir concernés par la bonne santé de l'économie française. Ça créerait donc du lien, ça créerait une forme de cohésion nationale autour des enjeux économiques et sociaux. Et pour vous, il faut aussi mobiliser l'épargne des Français ? Oui, bien sûr, c'est vital. La France n'est pas pauvre. Son épargne est très mal drainée. Vous pouvez avoir de l'épargne des Français qui va vers des fonds étrangers, lesquels fonds étrangers vont ensuite devenir actionnaires de nos entreprises nationales. C'est tout à fait absurde. On doit revoir. C'est comme un système de canaux d'irrigation qu'on doit revoir. Aujourd'hui, l'eau s'évapore, elle revient par Canadair, et en plus, ça nous crée parfois de la sécheresse. Donc, donc mais vous n'avez pas peur d'inquiéter, parce que les Français, quand on leur dit qu'on va toucher à leur épargne, ça les rassure maintenant? Non, je pense qu'au contraire, c'est fait pour rassurer, puisque non, il ne s'agit pas de dire que l'épargne va devenir moins sûre, il s'agit de dire qu'elle va porter des fruits à plusieurs titres. Vous le disiez, hein, le cœur de votre livre, ce sont les territoires. On va en parler, Stéphane. Oui, à propos des territoires, j'ai noté que vous dénonciez une facilité démagogique à parler à chaque quinquennat d'un nouvel acte de décentralisation. Vous pensiez à Sébastien Lecornu quand vous avez écrit ça? Non, pas du tout. Ce qui propose un nouvel acte de décentralisation. Oui. Je l'ai écrit avant qu'il ne le dise. C'est un automatisme qu'on voit depuis 1982. Et moi, je suis, comme tout le monde, pour les libertés locales. J'utilise plus le mot liberté locale que décentralisation. Tout le monde est pour les libertés locales, et moi, comme les autres. Mais il faut faire attention
aux enfers pavés de bonnes intentions et aux effets pervers. C'est-à-dire que si la nouvelle acte de décentralisation était le miracle, ça se saurait puisqu'on en a fait déjà plusieurs. On doit être au 5e acte de décentralisation. Là où il faut être très attentif, c'est à la clarification des compétences. On a besoin... Ça, c'est ce que demande le Premier, c'est ce que propose le Premier ministre. Tout à fait. C'est ce que demandent les associations d'élus aussi. Tout à fait. Mais ce dont je me méfie, et c'est pourtant ce qui est préparé par le gouvernement actuellement, c'est cette notion de différenciation. Ça aussi, ça fait partie de ces choses qui font joli, c'est sympathique. On en parle depuis longtemps. Ouais. On utilise le mot différenciation, donc tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est bien la différenciation, ça veut dire qu'on tient compte du terrain ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais il y a une possibilité de fragmentation considérable de notre pays. Si les statuts sont à la carte, vous pouvez être certain que vous aurez une sorte de course à l'échalote des statuts à la carte. C'est d'ailleurs ce qui commence à se passer. Quand vous accordez des choses spécifiques à la Corse, vous avez immédiatement la Bretagne qui dit « Moi, je veux pareil », l'Alsace qui dit « Moi, je veux comme la Bretagne », le Pays Basque qui dit que je veux comme l'Alsace. Tout ça est très sympathique. Vous tricoter la République. Tricoter la République, vous savez, ce sont des siècles de construction, la République. Et regardez certains pays européens comme l'Espagne ou le Royaume-Uni. Le sujet n'est pas de donner peu ou beaucoup de pouvoir aux collectivités locales. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit la même chose. L'Allemagne, par exemple, a un fédéralisme qui fonctionne plutôt assez bien, même s'il faut regarder de près certaines choses, mais sa caractéristique, c'est c'est les mêmes droits pour chacun des Länder. C'est pas tel land a ceci parce qu'on le différencie. Donc c'est pas la différenciation. C'est pour ça que vous proposez la création d'un code des libertés locales. Oui. Est-ce que vous en avez parlé avec les associations d'élus, avec le Premier ministre? Est-ce que vous êtes consulté là-dessus ou vous participez à la réflexion? J'en ai pas parlé spécifiquement avec le Premier ministre, est très occupé actuellement par les points que vous avez dit tout à l'heure. Mais avec les associations d'élus, ça date pas d'hier. Ce que j'écris là est nourri par de nombreuses réflexions, y compris ce que nous avons fait à Autun, petite ville emblématique de France, sur ces sujets. Et donc, je pars évidemment avec les présidents d'associations d'élus, de toutes sortes d'ailleurs. Je pense par exemple au président de l'association des maires de villes sous préfecture. C'est typiquement un sujet, M. Verdier, qui est très intéressant dans ce qu'il dit, dans ses propositions pour revitaliser les villes sous préfecture. Donc moi, je suis très, très attentif à ça. Et surtout, je ne me paye pas de mots. C'est-à-dire, je pense qu'il faut il faut voir l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est la revitalisation des petits villages et des villes de France, des petites villes de France. Ce qu'on veut, c'est que la métropolisation, qui a un côté inéluctable, se fasse au bénéfice et pas au détriment des petites villes et des villages. Or, j'en parle dans le livre, il y a des cas où c'est oui, et il y a des cas où c'est non. Donc il faut se donner les outils. Et donc le sujet, c'est la prospérité générale, c'est la fraternité sur le territoire, c'est l'unité du territoire, que nous n'avons pas aujourd'hui. Et pourtant, nous avons maintenant presque 50 ans de décentralisation. Donc, donc le sujet n'est pas d'être pour ou contre la décentralisation, mais d'être pour la bonne décentralisation, de la bonne manière. Et donc, en faisant attention aux choses chatoyantes ou aux choses qu'on lâche comme ça, donc on se fait applaudir en les lâchant le jour où on les lâche. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir le sens du long terme dans notre pays. J'ai eu à l'expérimenter comme ministre de l'Éducation nationale. Quand vous défendez le long terme, finalement, vous êtes seul, vous n'avez pas grand monde pour manifester pour le long terme. Vous devez sans arrêt affronter des tas de pouvoirs, des tas de forces qui sont pour le court terme. Et à la fin, ce qu'il faut, c'est défendre la France. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris prend trop de place sur le reste du territoire ? Alors, c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet capétien, si je puis dire. Ça fait partie des caractéristiques de la France, qui n'a pas que de mauvais aspects. Hein. Le fait d'avoir une ville-monde, là aussi j'en parle dans le livre, a des aspects positifs pour la France. Quand vous êtes par exemple la capitale mondiale de la mode, ça veut dire des ateliers de maroquinerie sur le territoire, de l'industrie du luxe qui bénéficie justement à ces villes et villages. Il y a de bons aspects de la métropolisation. Je dis que ça doit être au bénéfice du reste du territoire. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'axe Le Havre-Paris. Et vous savez, Jules Michelet disait Paris, Rouen, Le Havre sont une seule ville dont la Seine est la grande rue. Je crois beaucoup à cette idée qui est une idée, je dirais, de force de la France. Ouais. Pour ne pas passer à côté de la richesse maritime. Et on est complètement dans notre histoire, et ça, c'est pas d'hier matin non plus, nous sommes passés à côté de notre gigantesque potentiel maritime. Nous sommes la première façade maritime européenne. Or, nous n'avons pas du tout les premiers ports européens. Donc on doit avoir un plan pour la France qui passe par Le Havre et Marseille en tant que très grand port. Ça va de pair avec l'évolution de nos infrastructures dans le sens d'un plus grand dynamisme et dans le sens d'une plus grande transformation écologique. Je pense aux fleuves et aux rails, bien entendu. Et donc tout ceci, c'est de l'aménagement du territoire. À ce mot-là, on le prononce moins. On ne dit pas qu'il faut un nouvel acte d'aménagement du territoire. Et c'est aussi pour ça que vous proposez une Datar Plus ? Oui, je propose le renouveau de l'esprit Datar.
C'est un peu comme démocratie et république. Liberté locale, c'est démocratie, et c'est très bien, si les compétences sont claires. Et Datar Plus, c'est république, c'est-à-dire c'est le commun, c'est comment vous, en consultant les élus, évidemment, en ayant d'ailleurs le Sénat devrait être en première ligne là, comment vous avez une vision du territoire pour que tous les Français soient dans une situation d'équité territoriale. Pas seulement sur la question des services publics, mais aussi sur la question des investissements, des emplois, etc. Et ça, c'est ce qui a pu exister pendant toute une partie de l'existence de notre pays. Et la Datar en a été l'exemple type, c'est-à-dire on avait une vision pour le territoire. Et gouverner la France, c'est avoir une vision des frontières et de l'équilibre du territoire. Si vous n'avez pas cette vision-là et que vous ne la partagez pas avec les Français, alors l'art politique, c'est juste réparer ce qui ne va plus sur le territoire à cause de phénomènes dont vous dites que vous ne pouvez pas les contrôler. Et ça ne va pas. Et en fait, c'est ça qui fait la crise du politique. Et aujourd'hui, un projet politique, ça doit être qu'est-ce que le territoire de notre pays et comment voulons-nous qu'il soit peuplé, équilibré et prospère. Stéphane. À propos de peuplement, vous avez tout un peuplement du territoire, vous avez tout un passage sur le rebond démographique dans les territoires, mais c'est une vraie question, c'est une vraie problématique, mais ça ne se décrète pas. Le fait que les Français ne font beaucoup moins d'enfants, c'est pas forcément un manque de désir d'enfant, c'est aussi un manque de moyens. Ça passe par des questions de pouvoir d'achat et surtout de logement. Est-ce que vous avez des propositions sur ces questions-là ? Oui, mais vous avez raison de le poser dans ces termes, c'est-à-dire, une fois de plus, c'est systémique. D'ailleurs, à chaque fois, pour tous les problèmes que nous évoquons, s'il y avait une seule cause, ce serait trop facile et les réponses auraient déjà été apportées. C'est la vision d'ensemble, systémique et à long terme, qui permet d'apporter des réponses. Et par exemple, la condition de parents aujourd'hui, tout particulièrement de mères de famille, et tout ce qu'on fait autour de cela. Vous avez raison de dire, les gens veulent des enfants en fait. Le nombre d'enfants désirés, c'est 2,3. Et le nombre d'enfants réels, c'est 1,7. Donc en fait, c'est une mesure démocratique que de permettre à ce 0,6 qui manque d'exister, puisque ça veut dire tout simplement satisfaire le désir d'enfant des mamans. Et donc c'est pratiquement un des motifs les plus importants qu'on puisse avoir. À partir de là, ça signifie donc du volontarisme, et ça a existé dans notre histoire, qui passe par le fait que, contrairement à d'autres pays, nous avons du terrain. Nous avons du territoire, nous avons en fait un trésor magnifique que nous considérons comme une enclume. C'est presque une fable de La Fontaine, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons un trésor et nous le voyons comme un poids. Nos départements les plus dépeuplés sont en fait d'abord magnifiques, et c'est une richesse potentielle. Il faut donc qu'ils soient réhabités et qu'on y fasse des enfants, que les écoles se redéveloppent. C'est pour ça que parmi les propositions, il y a le fait de multiplier par 1,5 le nombre d'enfants dans les 20 départements les plus dépeuplés. Concrètement, ça veut dire des incitations fiscales à s'installer, des facilités de logement. Vous pouvez par exemple avoir tous les bailleurs sociaux encouragés à racheter ces petites maisons, ces petits magasins qu'on voit en déshérence dans certains villages qui crèvent le cœur et qui demain peuvent renaître si la puissance publique encourage qu'il en soit ainsi. Stéphane, sur la civilisation. Oui, dans Civilisation française, vous écrivez que la France est une civilisation. Oui, la France est une civilisation. Elle peut cesser de l'être. Vraiment, il y a péril imminent pour vous ? Oui, de façon générale, toute civilisation est mortelle. C'est la fameuse phrase de Paul Valéry. La nôtre plus que les autres ? Et la nôtre comme une autre, pas plus, pas moins. Tout simplement parce que les choses ne tombent pas du ciel, si vous voulez. C'est-à-dire, une civilisation, ça suppose des ingrédients présents. Une volonté de vivre ensemble, le respect d'une trajectoire, un art de vivre, un rapport à la nature, un rapport à la culture, qui ne sont pas faits pour être figés. Au contraire, qui vivent, qui doivent être vivants. Et c'est pour ça que je passe en revue les différents ingrédients de la civilisation. Et surtout que je crois qu'on est à l'articulation de plusieurs crises. Une crise, disons, événementielle, comme par exemple ce que nous avons en ce moment avec la crise politique. Une crise de l'époque, ça c'est sur des enjeux de 30 à 40 ans, y compris au sens positif du mot crise, c'est-à-dire nous sommes en train de basculer d'un moment où ce qui tirait l'économie, c'était Internet depuis les années 90, et maintenant nous basculons dans un moment où c'est plutôt l'intelligence artificielle et la transformation écologique. Et le risque, c'est que ce soit la Chine qui devienne le leader de cette nouvelle époque, et qu'il y ait un duel Chine-États-Unis dont nous serons uniquement les spectateurs. Il est encore possible d'avoir un volontarisme français et européen pour, au contraire, montrer qu'il y a une voie républicaine, démocratique, de société où il fait bon vivre, mais où il y a l'efficacité aussi, comme la nôtre.
C'est un investissement sur le long terme. L'éducation est au cœur de ce projet. Finalement, quel regard vous portez sur l'éducation nationale depuis que vous avez quitté le ministère, en fait ? Le regard qu'on a sur un enfant qu'on aime et qu'il n'arrive pas que des bonnes choses, c'est-à-dire Alors d'abord, moi je dis toujours, faisons attention à ce qu'on dit sur l'éducation nationale. Les propos sont souvent beaucoup trop généraux et schématiques. Il y a des choses qui vont bien en ce moment, des choses qui vont pas bien. Il y a des établissements... Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien ? C'est surtout très géographique, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'au fond, l'éducation, souvent, quand elle va mal, c'est parce que ça va mal autour. Plus que le système en tant que tel, il faut en être conscient. Si vous prenez la Bretagne, que vous connaissez bien, et de façon générale, la partie ouest de la France, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, en réalité, le système scolaire bien sûr, il y a des problèmes, mais ça va à peu près bien, voire très bien dans certains endroits. Et puis, il y a les endroits où il y a des crises sociales qui se répercutent sur l'école. Il faut quand même toujours d'abord dire ça. Mais ensuite, sur l'éducation, en tant que ministère, évidemment, je suis malheureux de l'instabilité ministérielle, si vous voulez. Il y avait un plan avec le président qui était d'avoir 10 ans d'évolution de l'éducation nationale. Il y aurait dû y avoir un ou une ministre après moi durant 5 ans, comme j'ai moi-même été pendant 5 ans. Alors que là, il y a un turnover. Et des continuités affichées. Prenez un exemple. Sur lequel j'ai écrit dans vos colonnes d'ailleurs, c'est-à-dire les dédoublements des classes de grande section de CP et de CE1 en France. C'est une politique dans la durée pour les savoirs fondamentaux des enfants. Sujet sur lequel nous sommes le seul pays mesuré avec le Portugal qui a augmenté son niveau pour les enfants de 8 ans. Mais ça, personne ne le sait. On préfère toujours parler de ce qui ne va pas. Donc on a des petits débuts de progrès qui commencent, mais qui sont des bourgeons et qui ont besoin d'être entretenus. Eh bien, ces 400 000 enfants, on n'en parle plus, alors même que c'est quelque chose qui a besoin d'un suivi de politique pédagogique permanent. Donc ce qui est très important, c'est les continuités sur ces sujets-là. Et peut-être pas d'ailleurs les sujets qui se voient plus dans l'actualité, mais qui sont les sujets de long terme, en profondeur, qui font pas forcément du bruit, mais et notamment tout ce qui a trait aux savoirs fondamentaux des enfants. Merci Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cet entretien. Votre livre Civilisation française, on le revoit, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci Stéphane. Merci également. La une de Ouest France, c'est un autre sujet. Pourquoi la facture d'eau pourrait vite flamber à la une de votre journal ce matin. Merci Stéphane.